que vous ayez besoin de quelques idées pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance automnale ou spooky pour vous préparer à Halloween, ou alors que vous êtes juste curieux de découvrir de nouveaux titres, et bien cette vidéo est faite pour vous puisque je vais vous présenter toutes mes recommandations pour cet automne et la période du coup halloweenesque. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes recommandations pour cet automne et aussi pour la saison donc un peu plus halloweenesque qui commence à arriver parce que malgré tout Halloween est dans à peu près 2 semaines, que le temps passe vite. Donc du coup j'avais envie de vous présenter quelques romans. Soyons honnêtes, à la base, je suis partie avec 20 romans à vous présenter et je me suis rendu compte que c'était peut-être un tout petit peu trop. Du coup, je pense que je ferai des petites parties plus en réel et en short du coup sur YouTube. Mais j'avais quand même envie de vous présenter pas mal de ces petits titres et j'ai essayé de varier du coup entre des livres plutôt connus, genre vraiment très connus, et des livres qui sont pas trop connus, justement pour vous influencer et vous donner envie de les lire parce que pour le coup, c'est que des livres que j'ai appréciés. De plus, je tiens à vous prévenir qu'il y a de tous les genres. J'ai mis un petit peu de thriller, j'ai mis du fantastique, j'ai mis de la fantasy, j'ai mis un roman graphique aussi. Il y a des poches, il y a des pas poches, des contemporains, des classiques. Il y a vraiment de tout, vous allez voir, c'est vraiment riche et varié. Et je pense que ça peut vous plaire, que vous lisiez principalement de la fantasy ou que vous lisiez principalement du contemporain. Vous allez voir qu'il y a de tout et même si on aime plus ou moins un genre, je pense qu'on peut toujours réussir à apprécier un roman même si nous sommes un peu de notre zone de confort. Et en parlant de genre un petit peu différent de ce que je vous présente d'habitude, je voudrais commencer avec un thriller puisque pour le coup je commence à le revoir un peu plus sur les réseaux sociaux et franchement ça me fait trop plaisir parce que c'est un roman que j'ai lu facilement en 2018-2019, quelque chose comme ça. Et là il revient un petit peu sur le goût du jour et je suis trop contente. Il s'agit donc de Le Cri de Nicolas Beuglet, édité chez Pocket. C'est très drôle parce que je l'ai lu en 2018-2019. On peut le constater à ces post-it que j'avais mis qui sont, pour pas vous le cacher, en fait des post-it tout simplement que j'avais découpés. Donc ça c'est vraiment les vieux post-it où c'est même pas transparent, on voit rien du tout. Donc je pense que je vais essayer de les changer d'ici peu parce qu'ils sont vraiment pas beaux. Ils se sont même décolorés avec le soleil, c'est pour vous dire que c'est quand même quelque chose. Mais du coup je suis trop contente de voir qu'il a enfin l'heure de gloire qu'il méritait. Parce que à l'époque du coup moi j'étais un tout petit compte, je sais pas, je devais avoir 100 abonnés à cette époque là quand je l'ai lu. Et du coup j'ai pas pu influencer grand monde pour le lire, mais je suis trop contente que d'autres personnes beaucoup plus connues à l'heure actuelle le fassent. Parce que ça a été un gros coup de cœur du coup comme je disais il y a 5 ans au moins, quelque chose comme ça. Donc je suis trop contente de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Mais du coup de quoi ça parle? On va suivre Sarah Guerrigan, une jeune inspectrice qui vit à quelques kilomètres d'Oslo et qui va être appelée par un hôpital psychiatrique pour venir résoudre une affaire. Puisqu'en fait un homme, donc le patient 488, et s'est suicidé ou en tout cas est mort. On ne sait pas trop ce qui a pu se passer, comment, dans quelles circonstances, etc. Et Sarah va donc être là pour résoudre cette affaire. Et pourquoi il s'appelle le patient 488? Et bien tout simplement parce qu'il est écrit sur son front. Donc voilà un petit peu le résumé global. Je peux pas vraiment vous en dire parce que j'aurais peur de vous spoiler parce que finalement, malgré que ce soit aussi loin, et bien je me rappelle plutôt bien et tellement bien, vraiment tellement bien, qu'à la sortie j'avais acheté l'espèce de tome 2, en tout cas le tome qui pourrait suivre, puisqu'on va suivre toujours Sarah Guerrigan. J'avais acheté Complot, que j'ai très hâte de lire, parce que pour le coup celui-ci je ne l'ai pas lu, mais c'est vrai qu'il est dans ma palle depuis bien trop longtemps, et là en fait de vous parler de Le Cri, je l'ai même vendu à au moins 2 de mes copines, je suis trop contente d'ailleurs, et j'espère qu'elles liront. Et bien ça me donne encore plus envie de découvrir celui-ci. Au début je vous disais que j'ai un tout petit peu triché, ou alors je l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Et bien parfois j'en ai mis 2, un peu comme là, parce que en plus que l'histoire soit géniale, l'écriture de Nicolas Beuglet est vraiment transportante. Et je me souviens avoir été tellement happée par l'histoire qu'à la fin en fait je pouvais même plus le lâcher et j'avais qu'une hâte que lui sorte. Je l'ai acheté le jour J, je l'ai toujours pas lu, mais ça c'est toute une autre affaire. Mais vraiment j'avais tellement accroché et c'était vraiment très bien développé, très bien construit. Je dirais pas qu'il y a un univers en particulier, mais l'ambiance qui est créée c'est vraiment parfait pour le coup pour la saison un petit peu plus côté spooky, parce qu'il y a des moments où il y a des petites sueurs froides quoi. En plus de ça on est quand même dans un milieu médical, donc
voilà, je vous cache pas qu'il y aura vraiment une petite dimension médicale et scientifique, et on va aussi être très proche de la mort, parce que déjà il y a le fameux monsieur qui s'est suicidé, ou en tout cas qui est mort, mais on va quand même pas mal tourner autour de ça. Donc voilà, globalement pour celui-ci je peux pas trop vous en dire, mais il y a vraiment beaucoup de dimensions abordées dans celui-ci, et génial. Vraiment, je peux que vous le recommander, même si vous ne lisez pas de thriller en temps normal. Je pense que celui-ci, ça serait vraiment la passerelle pour les commencer et pour les découvrir. Bon, sans parler des Agatha Christie, parce que j'aurais pu vous mettre toute la collection, mais je l'ai pas fait parce que, bon, Agatha Christie est juste trop parfaite, voilà, mais je voulais vraiment pouvoir vous parler de celui-ci que j'ai énormément aimé et que je vous recommande à 100%. Toujours dans un côté un petit peu enquête, mais alors pour le coup qui mélange plutôt fantasy, on va parler du roman graphique de cette sélection qui n'est autre que Paix à mon âme de Sweeney Boo, édité chez Hachette Roman Graphique. Et on m'avait demandé, en tout cas en commentaire, d'avoir un petit peu plus de détails sur l'histoire, donc je vais essayer de pousser un petit peu plus l'analyse. Et du coup dans cette histoire on suit Abigail, une jeune sorcière qui est dans l'académie justement de sorcellerie des Yunti. Et on va donc arriver durant les préparatifs de la célébration de Samhain, sauf qu'en fait la sœur de cœur de notre jeune Abigail, qui s'appelle Norine, s'est volatilisée, elle a disparu. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'on l'a enlevée? Est-ce qu'on l'a ensorcelée? Ça, ce sera à vous de le découvrir en compagnie de notre jeune Abigail qui refuse de laisser sa sœur de cœur complètement perdue dans la nature et part à sa recherche et va tout faire pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé et la retrouver vivante ou pas. Ça, je peux pas vous le dire. En plus de chercher Norine, elle va potentiellement découvrir des lourds secrets qui se cachent dans l'académie et les habitants qui y sont. Je vais vous faire quelques inserts du coup pendant que moi je vous parle justement de ce que j'ai pensé de ce roman et pourquoi je vous le recommande du coup pour cette saison. Je pense que vous l'avez déjà deviné, mais du coup c'est parti, je vous mets les inserts parce que pour le coup il est à tomber par terre en termes de graphisme mais en termes d'histoire aussi, puisque pour le coup je l'ai vraiment beaucoup aimé, même si je l'ai lu en août, et c'est pour ça que je voudrais le relire à l'heure actuelle, enfin pas aujourd'hui je pense pas, mais d'ici la semaine prochaine je pense, pourquoi pas, parce que pour le coup je l'ai trouvé plutôt innovant. Il aborde pas mal de sujets, que ce soit en termes de relations, en termes de réflexion, en termes d'enquête. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé tous ces aspects-là. Abigail aussi est très attachante malgré que ce soit un roman graphique et aussi qu'il soit si petit, et ça pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc rien que pour ça déjà je peux que vous le recommander. Et dernier petit truc pour vous donner envie de l'acheter, celui-ci étant donné que c'est un roman graphique, et bien il est parfait à lire pour Halloween. Comme ça c'est votre petite lecture du soir ou de la journée, ça pourrait être sympa, non? Le prochain que je voudrais vous présenter, c'est un de mes plus gros coups de cœur livresques, peut-être pas tout confondu, mais pas loin, en tout cas en termes de one-shot. J'ai vraiment rien à redire sur ce roman, et je crois que ça fait déjà 1 an ou 2 que je l'ai lu, et pour le coup j'arrive toujours pas à m'en remettre. Je suis toujours aussi hypée par ce roman, et autant en admiration en fait par cette écrivaine. Il s'agit donc de La Malédiction de Hightmore de Erin A. Craig, et du coup édité chez Casterman. Et il s'agit donc d'une réécriture du Bal des 12 princesses, que je connais avant tout par le Barbie, mais qui est aussi donc un conte à proprement parler. Celui-ci, j'avoue, je crois que je vous le présente tous les ans et je ne m'arrêterai jamais de vous le présenter parce que pour le coup, il n'y a pas meilleure lecture pour cette période justement automnale halloweenesque, parce que il est génial, vraiment il est génial. Mais avant de vous donner mon avis, ce serait bien de faire un petit résumé quand même. Dans cette histoire, nous nous trouvons au manoir Hightmore, qui se situe au niveau d'une falaise à côté d'un océan. Et donc le propriétaire de cet endroit, c'est donc le duc Thomas, qui a 12 filles, c'est pour ça que je vous donnais la référence des 12 princesses, qui a déjà perdu 4 de ses filles dans des circonstances très particulières. Donc c'était des maladies un peu étranges ou qui pouvaient pas se guérir, des noyades, des chutes un peu comme ça par hasard. Et le plus bizarre, c'est que toutes les 4 étaient quand même en bonne santé, elles étaient jeunes, toutes fraîches, enfin voilà, elles faisaient leur entrée en société, donc c'était pas vraiment possible qu'elle meure comme ça, sans circonstance, sans qu'il ne se soit passé quelque chose. Une de leurs sœurs justement va trouver ça vraiment étrange et se dit je ne peux pas laisser continuer comme ça, sinon on va tout y passer et enfin ça va mal se finir. Et du coup elle va se mettre à enquêter sur qu'est-ce qui se passe dans ce manoir. Et justement Eulalie, donc une de ses sœurs, va encore une fois avoir un accident, je sais plus trop ce qui se passe mais il va se passer quelque chose, elle ne va pas en revenir, et Annalay va se dire non là c'est vraiment plus possible, je vais chercher, je vais tout faire pour découvrir ce qui se passe. Et durant ses investigations elle va trouver une falaise et une porte justement dans ces falaises, et elles vont y passer donc tout
tout ensemble tous les soirs pour danser. Sauf que cette danse est quelque peu macabre et un petit peu trop entraînante jusqu'au jour où Annalei va réussir enfin à se sortir de cette fameuse danse pour justement continuer son enquête et découvrir qu'est-ce qui se passe autour de ce manoir. Donc je vous préviens avant tout que c'est quand même une réécriture du bal des 12 princesses mais de manière assez horrifique. Parce que pour le coup, je pensais pas autant accrocher à tout ce qui est horrifique mais finalement il y en a de plus en plus. Et alors là, celui-ci, il est vraiment terrifiant. Dans le sens où il y a des moments, c'est tellement angoissant, c'est tellement prenant qu'on est pris aux tripes et en fait on a l'impression que c'est nous-mêmes qui suffoquions. Et je trouve que l'autrice a fait un travail mais extraordinaire pour nous transmettre à tel point ces émotions, cette ambiance et cette sensation. Je crois que c'est un des livres que j'ai lu le plus rapidement en ayant peu de temps devant moi. Je l'ai vraiment dévoré. J'ai fait potentiellement une petite insomnie pour déjà le lire et parce que je pouvais pas dormir à cause de lui. Mais il était incroyable, vraiment j'en ai un souvenir mémorable et en plus de ça je crois que les chapitres sont relativement courts et ils sont décorés donc tout devant, je vais essayer de vous montrer ça, hop, avec des petites en-têtes de chapitres. Bah là c'est un chapitre très rapide mais du coup c'est magnifique et c'est un lien avec l'histoire tout ça, bref je peux pas vous en dire. Il y a ma chronique qui est déjà dispo depuis pas mal de temps, du coup au moins 2 ans je pense, sur Instagram si vous voulez la lire et avoir un peu plus de détails, mais franchement je peux que vous recommander ce roman, que vous aimiez ou pas l'horreur. En soi peut-être que vous aurez un peu peur mais j'ai envie de dire c'est pour la bonne cause parce que celui-ci est tellement époustouflant, il est tellement hypnotisant, comme les bals justement où vont ces 12 princesses, enfin du coup elles sont plus 12 mais vous m'avez compris, vraiment il est extraordinaire. J'ai pas d'autres mots pour celui-ci, j'avoue je transmets tout mon amour pour lui, mais s'il y a bien un roman qui est à la fois très automnal et surtout horrifique et du coup un peu spooky, halloweenesque, je cherchais le mot, et bien je peux pas vous recommander mieux que celui-ci. Le prochain roman que je voudrais vous parler, je l'ai terminé là il y a vraiment quelques heures avant que je vous tourne cette vidéo, donc le vendredi 13. Ça a été une lecture très rocambolesque. Il s'agit donc de Les Disparus du pays imaginaire de Hayden Thomas et du coup édité chez chez Sabran, et il est absolument incroyable. Juste avant, faut que je vous montre cette beauté, il m'éblouit. Donc du coup faut savoir que, alors pour le coup c'est encore une réécriture, j'avais pas fait exprès, mais cette fois-ci de Peter Pan. Et je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi je sais que j'aime énormément déjà Peter Pan. L'univers, le pays imaginaire, tout ça, enfin bref, j'aime de ouf. Là j'ai la pop qui est devant moi qui est en train de me narguer avec mon roman de Peter Pan, mais bref, je suis une grosse fan, ok? Je sais, je suis une grosse fan. Et du coup je ne pouvais pas m'empêcher de lire celui-ci, et quand mes copines du coup, Solène, Megan et Amy m'ont proposé de me joindre à elles pour la lecture commune de cette semaine, j'ai dit oui tout de suite. Vraiment, ça m'intéressait trop, c'est grave la vibes automne, donc j'ai dit oui. Et je ne suis tellement pas déçue, c'était incroyable. Dans cette histoire, on va suivre Wendy qui, il y a 5 ans de ça, a disparu avec ses 2 frères, donc John et Michael, comme dans le roman initial. Et durant ce mois-ci, elle se souvient d'absolument rien. Et du coup là on la suit 5 ans plus tard, donc dans la ville d'Astoria où elle vit avec ses parents, ses amis, tout ça. Mais elle se rappelle de rien de ce moment où elle est disparue et elle sait pas où sont ses frères puisqu'ils ne sont pas revenus avec elle. Sauf qu'un jour d'autres enfants vont encore une fois disparaître dans les mêmes circonstances que John, Michael et Wendy il y a 5 ans de ça. Donc tout le monde s'alerte, la police, tout ça, les parents sont dévastés et tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et un mystérieux garçon va tomber sur Wendy, littéralement parlant, et il ne s'agit d'autre que Peter Pan. Voilà globalement l'histoire. Donc en fait toute l'histoire va vraiment tourner autour de la quête de pourquoi Peter Pan se trouve à côté d'elle et en fait il est réel, mais aussi de pourquoi et que sont devenus les enfants disparus, quel est le rapport au pays imaginaire, tout ça. Donc voilà globalement l'histoire, je peux pas trop vous en dire parce que en plus c'est un plot twist de fin qui est quand même plutôt bien fait pour le coup. Je l'avais peut-être un peu senti venir mais en même temps ça m'a trop touchée, c'était vraiment trop bien. Celui-ci c'est encore un peu frais parce que vraiment comme je vous disais ça fait à peu près quelques heures que je l'ai fini, mais il m'a tellement transportée. J'ai rarement été aussi addict à un roman, mais là je ne pouvais plus le lâcher. Vraiment je ne pouvais plus le lâcher. J'ai rarement été aussi à jour et même en avance sur une LC. C'était mercredi, j'avais déjà lu jeudi, vendredi et j'avais attaqué le samedi. Du coup je l'ai terminé aujourd'hui et je ne suis qu'on ne peut plus ravie parce que c'était vraiment une lecture merveilleuse, mais en même temps un petit peu terrifiante quand même, puisqu'il y a des moments où Wendy va angoisser, on va vraiment ressentir son angoisse, et rien que pour ça déjà j'ai énormément accroché à la plume d'Hayden Thomas et je savais pas, je l'avais jamais lu et je suis trop contente, mais du coup ça me donne encore plus envie de découvrir ses autres romans, donc Cemetery Boys et La Porte Lumière si je dis pas de bêtises. Mais du coup en plus de ça j'ai trouvé qu'il y avait tellement
de références à Peter Pan, le principal. Vraiment, j'ai trouvé ça mais bluffant en fait à quel point il a réussi à incorporer tous les codes de l'univers tout en mettant sa patte dans l'histoire et en faisant une autre histoire très clairement. Et il y a vraiment des références de fou, que ce soit la chambre, que ce soit Nana, que ce soit le gland, que ce soit l'arbre, ou même le pays imaginaire, tout ça. Enfin, en fait j'ai trouvé qu'il y avait tellement de références et tellement bien faites que j'ai été bluffée et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Pour le coup, j'ai tellement aimé que c'est vraiment mon 5 étoiles là de ces 2 dernières semaines, parce que sur mes autres lectures, bah c'est pas pareil, mais là j'ai vraiment trop aimé, c'était incroyable, les détails, l'ambiance très angoissante et un peu flippante d'ailleurs, mais franchement c'était génial. Ensuite, le prochain que je voudrais vous présenter, pour le coup, c'est un classique, mais plutôt un classique de la littérature anglaise, si je dis pas de bêtises, ou peut-être américaine, peut-être plus américaine. Et il s'agit donc de Blackwater, du coup, le premier tome qui s'intitule La Crue de Michael McDowell, c'est bien ça, et du coup édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Cette histoire se passe dans la ville de Perdito, et il vient d'avoir justement une crue. Enfin, il y a eu beaucoup d'eau, enfin tout est noyé, il n'y a plus rien dans la ville et tout le monde a déserté, c'est très compliqué en termes de commerce, en termes, enfin même pour se relever, parce que quand ta maison est détruite, je pense que ça doit être très dur de se relever de ça. Et là on va suivre donc la famille Cascade, qui est une des riches familles de Perdito et qui justement a son propre commerce dans la ville. Ils sont là en train de remettre un petit peu à flot, sans le mauvais jeu de mots, la ville, et un jour ils vont tomber sur une jeune femme qui est là, enfin qui était au milieu d'un hôtel et qui est la seule survivante finalement de cet endroit, sauf qu'elle n'a pas d'affaires, elle n'a pas de papier, elle n'a rien, elle est pas nue en termes de vêtements sur elle, mais c'est tout comme, puisque en fait elle a rien pour prouver qui elle est, dire ce qu'elle faisait, d'où elle vient, etc., puisque personne ne la connaît. La famille Cascade va donc l'héberger durant un temps plus ou moins limité, et cette jeune femme qui s'appelle donc Elinor Dahmer va un petit peu s'immiscer dans leur vie et potentiellement créer quelques conflits. Je résume extrêmement mal, mais je l'ai lu donc en février dernier et c'est un petit peu particulier à résumer, mais je crois que c'est quasiment toute la saga de Blackwater qui est un peu compliquée à résumer. Et bien parce que c'est un mélange en fait, c'est très classique, mais c'est un peu un mélange fantastique, mais il n'y a pas de bêtes comme des vampires, de loups-garous, tout ça. En fait, c'est du fantastique, mais plutôt fantasy, mais dans un monde réel avec... Enfin, c'est un peu particulier, je vais pas vous mentir. Et pour le coup ça plaira pas à tout le monde, c'est vraiment ça passe ou ça casse. Et pour le coup j'ai vraiment bien aimé ma lecture, en plus ils sont tout petits comme vous pouvez le constater, c'est quand même écrit vachement gros. Donc pour le coup ça se lit très vite. Il va donc se passer quelques phénomènes un petit peu particuliers dans cette ville et c'est ça qui rend justement le côté très fantastique, fantasy justement de ce roman, bien qu'il soit dans un monde réel, dans avec des événements réels, avec des humains tout à fait classiques, enfin... En fait, je sais pas comment définir ce roman, mais pour le coup c'est quand même un petit peu particulier. Mais c'est surtout l'ambiance en fait qui est plutôt pesante et un petit peu... Ouais, ça fait très automnal, parce que je crois qu'à un moment donné on parle des feuilles qui tombent, tout ça. Donc voilà, j'avoue j'ai pas trop d'arguments là, je suis en train de me dire mais pourquoi tu l'as mis là, mais je vous jure que c'est vraiment la période pour le lire. Le prochain que je voudrais vous présenter, c'est aussi un roman que j'ai lu au début du mois d'octobre. Il s'agit donc de Belladonna, donc le premier tome, si je puis dire, de Adeline Grace, et du coup édité chez De Saxus. J'ai fait en sorte de le lire au début du mois, déjà parce qu'il est très automnal pour le coup, mais surtout parce qu'il y avait la dédicace avec l'autrice à Paris, donc le 7 si je dis pas de bêtises, et je suis trop heureuse d'avoir pu aller la voir, et elle m'a fait un petit dessin en plus, en haut. Regardez, c'est trop mignon. Vraiment j'aime trop, elle était trop chou. Et on a pu pas mal discuter avec elle. Enfin en tout cas c'est Megan qui a parlé parce que moi j'arrivais plus à parler. Déjà à la fin de journée, l'anglais, tout ça, j'ai fait oulala, j'y arrivais plus. Dans cette histoire, on suit une jeune fille qui s'appelle Signa Farrow, qui a 19 ans et qui a perdu ses parents quand elle était toute petite. Et du coup, sa vie c'était de passer de tuteur en tuteur, puisque chaque tuteur qu'elle avait, il décédait au bout d'un certain temps, donc il n'y a pas de temps précis, mais voilà, il décédait au bout d'un moment, jusqu'au jour où elle va arriver chez les Hawthorne, donc qui est l'oncle de sa mère, si je dis pas de bêtises, la fille qui suit bien sa lecture, mais du coup qui est de sa famille très clairement, sauf que ce monsieur vient de perdre sa femme, qui était gravement malade, mais d'une maladie un peu inconnue. Il faut savoir que du coup la fille de cette dame et du coup du cousin a la même maladie que sa mère et donc sa vie est un petit peu en péril. Le père fait fête sur fête pour un peu oublier et éviter d'être trop en deuil, enfin justement il essaye de vaincre son deuil je pense. Et du coup il y a aussi le fils qui lui essaye de relever un petit peu la réputation de sa famille pour montrer qu'ils sont pas juste des gens un peu bourrés comme ça qui font des fêtes sur fêtes tous les jours etc. Globalement c'est un peu ça l'histoire. Et du coup Signa va arriver un petit peu dans tout ça.
Et il faut savoir qu'elle a la particularité de voir les esprits et donc les morts, et notamment l'ange de la mort qui lui va venir en fait récupérer les âmes pour les amener, enfin bref, vous avez compris. Et en arrivant là-bas, Signa va découvrir que la mère hante toujours les couloirs justement de ce manoir, et elle va essayer de découvrir pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'elle ne croit pas à une maladie très particulière, elle pense qu'il y a quelque chose derrière. Il va donc y avoir une enquête autour de tout ça, mais principalement autour de la mort, donc je vous préviens, c'est un sujet un peu sensible pour vous. Il est vrai que ça pourrait ne pas vous plaire, surtout qu'il y a une dimension un petit peu fantasy, mais en même temps je le trouve très très bien fait. Moi je sais que je suis quand même très sensible à tout ce qui est lié à la mort, au deuil, notamment à la mort de la mère, ou même tout ce qui est esprit de base j'aime pas trop, mais là pour le coup ça m'a pas du tout gêné. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Le seul petit bémol pour moi c'est le plot twist final en fait que j'avais vu venir malheureusement. Je dis pas que je l'avais totalement deviné, mais ça me paraissait tellement évident que en fait il m'a pas choqué quoi. Mais à part ça, c'était une excellente lecture. Ça se passe en automne pour le coup, c'est clairement dit dans le roman que ça se passe à l'automne. Il y a des moments où il va un peu dans la forêt, tout ça, donc on imagine bien une ambiance un petit peu avec les feuilles mortes, tout ça, donc une ambiance très calme et très posée, mais en même temps qui peut faire un peu flipper. Et il y a des moments aussi, on avait une relation avec les fantômes, donc bon, ça aussi ça fait un petit peu peur. Et comme il a une dimension portée sur la mort, voilà, ça rentre parfait dans le côté automnal, halloweenesque, tout ça. Pareil, celui-ci, je vous le recommande chaudement, c'est vraiment une très belle lecture. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous l'aviez vu le plot twist final, mais surtout, vraiment, je ne veux pas que quelqu'un spoil dans les commentaires, parce que ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, ça se fait pas pour eux qui lisent ce spoil. Donc vraiment, si vous voulez spoiler, venez en DM, il n'y a pas de souci, je me ferai une joie de discuter avec vous, mais s'il vous plaît, pas dans les commentaires, parce que je veux pas spoiler les gens. Et c'est pour ça que je m'arrête aussi pour celui-ci, c'est parce que j'ai trop peur de spoiler. Le prochain que je voudrais vous présenter, je l'ai lu il y a à peu près 2 ans je crois, en tout cas c'était quasiment à sa sortie. C'est donc un one-shot de V. Schwab, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de Galante, donc édité chez Lumen, comme tous les V. Schwab on va le dire. Dans cette histoire on suit Olivia Prior, une jeune fille qui vit dans un orphelinat puisqu'en fait elle a perdu ses parents quand elle était jeune, elle ne les a jamais connus. Et pour le coup c'est vrai qu'il est un petit peu proche de Belladonna par rapport aux parents que Olivia n'a pas connus non plus, ou même avec la dimension des fantômes, mais ça je vous le dirai juste après. Et du coup le seul souvenir qu'elle a de sa famille c'est un espèce de carnet de bord un petit peu de sa mère qui lui dit ne te rends pas à Galante et franchement n'y va pas sinon tu vas mettre ta vie en péril. Un jour, Olivia va recevoir une lettre de son oncle Arthur, si je dis pas de bêtises, qui l'invite à rejoindre Galante et justement venir avec sa famille, puisque c'est son oncle, il y a son neveu, donc il y a sa tante, je crois, ça je suis plus très sûre. Et du coup, Olivia, étant donné qu'elle aime pas trop l'orphelinat, franchement elle est maltraitée par les autres orphelines, elle dit ok. Franchement, je viens quand tu veux, j'arrive, c'est le moment, j'y vais, je quitte cet orphelinat, je vais vivre ma vie avec ma famille. En arrivant là-bas, en fait, elle se rend compte que son oncle est décédé, puisque la lettre a fait un peu le tour des orphelinats, et le temps qu'elle arrive à celui de Olivia, eh bien, il était parti. Elle va donc tomber sur son cousin qui la rejette un peu, pour le coup, et qui lui dit non, en fait, moi je te voulais pas, c'était mon père, mais en gros, j'ai pas trop envie de toi, mais je vais te laisser là quand même parce que sinon ça se fait pas et tout. Et du coup, elle va rester et elle va découvrir des choses plutôt étranges. Tout comme Signa, Olivia a la particularité de voir les morts, enfin en tout cas les esprits, et elle va découvrir pas mal de petites choses liées à Galante justement par rapport à tout ça, et même des choses qui pourraient mettre sa vie en péril. Olivia a la particularité d'être une jeune fille, donc muette, je crois qu'elle était pas sourde, mais en tout cas muette c'est sûr. Du coup pour le coup je trouve que ce roman est très innovant pour ça, par rapport donc au fait qu'elle soit muette, mais aussi parce que l'ambiance est telle que c'est vraiment pareil, c'est très impressionnant. Ça n'a pas été un énorme coup de cœur en fait, comme d'autres V. Schwab. Très honnêtement, je pensais accrocher un tout petit peu plus, mais je pense que je l'ai pas lu à la bonne période, parce que honnêtement en mars, j'étais pas du tout dedans. En plus j'avais des parcelles et tout, c'était vraiment pas le bon moment, mais du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas tant accroché que ça. Mais en tout cas, je pense que là, en ce moment, c'est vraiment le moment pour le lire, parce que ça se passe un peu en automne, enfin en tout cas, c'est une ambiance avec les morts, tout ça, qui rejoint encore une fois le côté halloweenesque. Et je peux pas vous dire meilleure recommandation, je pense, par rapport à ça, parce que il est vraiment parfait pour cette ambiance, un petit peu aussi angoissante, un petit peu automnale, un petit peu spooky, il y a les esprits et tout ça, franchement il est vraiment excellent pour la saison.
Le prochain que je voudrais vous présenter, je voulais aussi présenter pas mal de mes dernières vidéos, mais encore une fois je voulais vous en reparler parce que ça me semble important, parce que j'en avais plein à vous présenter, mais vous les connaissez déjà comme les Miss Peregrine, tout ça, enfin c'est des gros classiques, et du coup je voulais mettre un petit peu en lumière encore une fois ce roman qui est donc Deepwater de Sarah Epstein, et du coup édité chez Le Livre de Poche Jeunesse, qui est à lire à partir de 16 ans. Voilà, je vous préviens maintenant parce qu'il y a quand même tout ce qui est de la mort, la noyade, des accidents, tout ça. L'alcoolisme, la violence, bon c'est plutôt sympathique niveau des thèmes, mais en vrai, de vrai, franchement, si vous avez du coup plus de 16 ans, en tout cas que vous savez dans quoi vous vous embarquez, sachez que c'est une lecture vraiment extra. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de 7 amis d'enfance où chacun a pris des chemins un petit peu différents, parce qu'il y a les études, parce que les parents déménagent, parce que ci, parce que ça. Et un jour où ils se sont retrouvés justement pour un peu discuter, et bien une grosse dispute a éclaté, et le même soir, il y a eu une grosse tempête qui a causé la disparition, la mort, l'enlèvement, je ne sais quoi, de un garçon qui s'appelle Henri, qui était le jeune frère d'un des 7 membres du groupe. Personne ne sait ce qui s'est passé, tout le monde se demande justement où est Henri. Et toute l'intrigue va se dérouler justement autour de cette enquête, de qu'est-ce qui s'est passé, où il est, comment c'est possible, bref, je peux pas vous en dire plus, mais c'était vraiment trop bien. Un petit peu comme pour les autres, c'est vrai que c'est souvent le même argument, mais celui-ci a une ambiance assez pesante, assez angoissante. Il y a beaucoup de détails aussi qui nous rappellent, comme les kawaii, tout ça, que justement ça pourrait se passer en automne. On parle un peu de feuilles, on parle pas mal de la nature, de la pluie aussi, et c'est quand même quelque chose qui est quand même principalement propre à l'automne, donc voilà, par rapport à ça, je pense que je peux pas vous donner meilleur argument. En plus de ça, il y a l'enquête qui appuie ce côté justement un peu automnal, donc vraiment il était très très bien. Juste faites attention à ne pas être trop jeune pour le découvrir, parce que pour le coup il est un petit peu violent quand même. Encore une fois, j'ai triché avec les 2 prochains, parce que du coup, je les mets dans la même catégorie. Mais du coup, je voudrais parler de 2 sagas qui sont quand même plutôt connues, notamment une plus que l'autre, vous allez voir, et que j'avais, dont une que j'ai terminée et l'autre que j'ai toujours en cours, et que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai commencé du coup par le plus connu, c'est donc Twilight. Y a pas meilleur pour la saison automnale. Vous le savez, y a pas meilleur que cette saga pour l'automne. C'est un peu la référence en termes d'automne, comme Gilmore Girls en série. Pour celui-ci, je pense qu'il est pas nécessaire de faire de résumé, mais du coup, j'ai pu terminer la saga cette année et c'était juste trop bien. Bon, je l'ai lu en été. Je sais pas pourquoi ça m'a pris, mais je l'ai lu en été. C'était absolument génial et je peux que vous le recommander du coup pour l'automne, parce que ça se passe en automne, parce qu'il y a des vampires, parce que si, parce que ça. Mais franchement, du coup, celui-ci, je vais pas m'attarder parce que je voulais vous le présenter, mais je le trouvais un peu trop connu. Et c'est pour ça que dans la même catégorie, je voudrais mettre les 16 lunes. Pardon, j'ai bugué parce que c'est écrit 17 lunes, mais c'est parce que c'est le tome 2 et du coup, il y a même le tome 3 et 4 que je n'ai pas sur moi, j'ai même pas le tome 1 parce que je les laisse chez mes parents, mais comme j'ai pas lu celui-ci, bah je l'avais emmené pour le lire. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'il est là, bref, on ne dira rien. Du coup écrit par Camille Garcia et Margaret Stoll, et du coup les 2 édités chez Hachette Roman dans la collection Black Moon, qui n'existe plus d'ailleurs, mais c'était une collection du coup avec les romans un peu comme ça, parce que c'est un peu la même vibe, hein, très clairement. Celui-ci, donc il y a les vampires, les loups-garous, tout ça, et là on est plus axé donc sur les sorcières. J'avoue, je sais pas si beaucoup de gens connaissent cette saga, mais le premier tome a été adapté en Sublime Créature au cinéma et qui a été pas un si grand succès, et c'est bien dommage puisque moi j'avais kiffé le film et le premier tome. Et dans cette histoire, on suit donc une jeune fille dont je ne sais plus le nom à vrai dire, et Ethan, qui est le garçon des 2, et je crois que c'est lui qui rêvait d'elle tous les soirs, jusqu'à ce qu'un jour elle arrive dans la ville, et du coup il va se rendre compte qu'en fait c'est l'amour de sa vie, c'est son âme sœur, et il va découvrir aussi que c'est une sorcière. Globalement un petit peu le pipi, j'avoue j'aurais mieux fait de travailler mon truc avant, je suis un peu nullos, mais je voulais quand même vous parler de celui-ci tout en comparant un petit peu à celui-ci, parce que bon, les deux c'est quand même un petit peu des classiques de il y a fort longtemps, hein. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas la saga Twilight et le premier tome de 16 lunes qui je trouve n'est pas tant passé d'âge que ça, parce qu'on pourrait croire qu'il fait vieillot et que voilà à l'heure actuelle de le lire c'est plus si fou. Bah moi j'avais vraiment beaucoup aimé et je l'avais trouvé quand même plutôt riche, et c'est un univers fantastique du coup qui est vraiment bien construit, qui a une bonne intrigue, qui voilà, et bon après j'ai pas lu le 2, 3, 4, mais c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé cette ambiance, cette atmosphère sorcière, tout ça, enfin franchement il est parfait pour la saison. Et du coup c'est pour ça que je voulais le mettre dans cette vidéo un petit peu pour vous le présenter et le remettre un peu au goût du jour, pour vous donner envie peut-être de redécouvrir cette saga, et du coup je sais pas si vous pouvez la trouver encore sur le marché, mais en tout cas sur les sites de romans, tout ça c'est sûr on peut le retrouver.
Et parce que je suis un petit peu une tricheuse, j'ai voulu faire une petite catégorie bonus parce que celui-ci c'est un des romans les plus hypés du moment, enfin depuis même presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, bon j'abuse un petit peu j'avoue, mais c'est vrai que c'est une saga qui est hyper hypée, que même moi en fait j'affectionne tellement que je vous en parle mais à toutes les sauces dès que je peux, c'est comme Gardien de Cité Perdue, mais je vous en parle absolument tout le temps et je voulais pas trop vous saouler avec cette saga mais je vais quand même la mettre quelque part. Il s'agit donc de Inheritance Games, le premier tome, mais en fait toute la saga passe. Voilà, du coup j'ai préféré prendre le premier tome. Je pense que vous avez deviné que j'ai apprécié ma lecture parce que vu le nombre de post-it, vraiment j'ai dégommé mes post-it, c'est pas possible. Il y a plus de post-it que de papier, mais bon, c'est hallucinant. Mais du coup, celui-ci, je voulais quand même le mettre parce que, pareil, c'est un roman, mais tellement automnal, que ce soit le 1 ou même le 2, le 3, le 4. Ils sont tous hyper bien pour cette saison parce que, pareil, il y a des jeux, il y a des enquêtes, tout ça. Enfin, c'est très Dark Academia et automnal parce que même en termes de vêtements, tout ça, il nous parle d'un truc très style Dark Academia, Like Academia, tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, vous le savez. Je pense que je vais pas vous le résumer, lui non plus, il est plutôt connu, hein, quand même. Et je vous le dis tellement à toutes les sauces qu'à force, vous devez le savoir. Mais voilà, c'était un petit peu le bonus que je voulais vous inclure parce que j'ai trop aimé. J'aurais pu prendre le 4, mais je me suis maintenue parce que je vous en parle bientôt normalement. Voilà du coup pour toute cette sélection, ça en fait vraiment beaucoup. J'avoue qu'à la fin j'ai dû me dépêcher un petit peu parce que la caméra n'avait encore plus de batterie. J'ai eu du mal à tourner cette vidéo, je vais pas vous le cacher, parce que j'ai une grosse migraine depuis ce matin et c'est pour ça que j'ai gardé les lunettes. Je suis pas sûre que ce soit très confortable pour vous et j'ai pas l'habitude de me voir avec aussi. Mais voilà, je voulais quand même vous tourner cette petite vidéo parce que ça me faisait mal en fait de décaler encore le planning qui maintenant est carrément explosé, mais bon c'est pas grave, je voulais absolument vous la tourner maintenant et du coup j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Vraiment ça me tenait à cœur que vous puissiez l'avoir et avoir quelques recommandations avant que l'hiver s'installe parce que je suis tellement en retard que là il fallait se dépêcher un petit peu. Mais du coup voilà un petit peu mes recommandations pour cet automne. Il y en a quand même pas mal, des plus ou moins spooky, des plus ou moins thrillers, classiques, fantasy, Dark Academia, bref, tout ce que vous voulez. J'essaie de faire quelque chose de très varié pour vous, pour que vous puissiez y trouver votre bonheur, de peu importe votre style littéraire, parce que je trouve ça très important. On est beaucoup axé sur le young adulte, la jeunesse, la fantasy, le fantastique, le machin, mais du coup je voulais quand même plus diversifier pour que plus de personnes puissent en fait justement s'inspirer de cette vidéo et découvrir de nouvelles choses. Donc voilà, j'arrête de blablater et n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous voulez recommander aussi, si vous avez aimé ou pas. Dites-moi tout en commentaire, mais sans spoil, hein, je tiens à préciser, c'est quand même super important. Et du coup, sur ce, je vous remercie grandement d'avoir été au bout de cette vidéo, qui je ne sais pas combien de temps a duré, mais en tout cas au tournage, c'était quelque chose. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!